Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau café marxiste. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bruno Drewski, qu'on connaît bien. Donc Bruno, tu es historien, politologue, professeur à l'INALCO, spécialiste de la Pologne et fin connaisseur de l'Europe de l'Est, dont la Russie. Tu es aussi un ancien rédacteur en chef de La Pensée, de la revue La Pensée et de Recherches internationales, cofondateur et ancien membre de la direction d'Espace Marx, militant communiste à l'ANC, donc l'Association nationale des communistes, et également militant de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Tu as notamment publié aux éditions d'Elga les ouvrages suivants, donc La Nouvelle Russie est-elle de droite ou de gauche ? Et également Une solidarité qui a coûté cher, histoire populaire de Solidarnosc. Donc je rappelle qu'un café marxiste au Spoutnik, au café Spoutnik à Paris est prévu donc avec toi le samedi 16 décembre après-midi, et il sera question de la Russie de Poutine et de son caractère impérialiste ou pas. Ou pas. Donc aujourd'hui on te reçoit pour la sortie de ton ouvrage Socialisme 1.0, Socialisme réel 1.0, qui est sorti en septembre. Et donc ça va nous permettre de compléter un peu notre analyse des expériences socialistes, notamment de l'URSS, suite aux entretiens qu'on avait pu faire avec Bruno Guig ou au café marxiste de Georges Gastaut. Donc la première question que j'avais envie de te poser, donc le sous-titre de l'ouvrage indique un bilan globalement positif, donc pour le socialisme réel, on va dire du XXe siècle. Alors pourquoi parles-tu d'un bilan positif? Oui, alors évidemment, je reprends une formule connue, la formule de Georges Marchais, qui avait été, tellement critiquée, dénoncée dans toutes les campagnes médiatiques qui ont suivi. Et donc je la reprends parce que je pense que finalement elle était bonne, malgré le fait que beaucoup de communistes en ont honte aujourd'hui, alors qu'en fait, non. Je pense que le bilan des pays de l'Est est globalement positif si on se place en termes historiques. Bien sûr qu'il y a eu des drames, des moments dramatiques, tragiques et tout ce qu'on veut, mais globalement, quand on voit le bond en avant que ces pays ont fait par rapport à leur point de départ, parce que c'est ça qu'il faut mesurer, on peut pas comparer les pays de l'Est aux pays occidentaux développés, c'est-à-dire aux pays impérialistes développés. On ne peut comparer les pays qui ont fait l'expérience du socialisme que par rapport aux pays qui avaient les mêmes niveaux de vie qu'eux et qui n'ont pas été socialistes. Et là, le bilan est toujours est évident. Je veux dire, je le dis toujours, si on regarde le Tadjikistan soviétique et la partie du Tadjikistan qui est aujourd'hui en Afghanistan, sans même penser aux 40 dernières années de guerre, même avant, le bilan, il est incontestable. Je veux dire, des deux côtés du fleuve qui divise les Tadjiks en deux, on voit tout de suite très bien que celui qui a vécu en Union soviétique a fait un bond en avant que n'a pas fait celui qui a vécu en Afghanistan. Bon, ça c'est un exemple évidemment très concret, mais on peut multiplier ce type d'exemple surtout, c'est-à-dire que non seulement les classes populaires ont pu avancer socialement, mais les pays en tant que tels, en tant qu'économie, en tant que développement scientifique, développement culturel, ont incontestablement acquis un niveau incomparable avec des pays équivalents. On peut faire aussi le bilan, comparer la Chine à l'Inde, et on peut multiplier ce type d'exemple qui me permet de dire que c'était la première tentative de socialisme, mais cette première tentative de socialisme a fait faire à l'humanité entière un bond en avant qui est considérable, insuffisant certes, mais considérable, et qu'on doit évidemment avoir ça en tête. Tu évoques aussi par exemple les questions de défense de la paix mondiale, ou on peut parler aussi des progrès au niveau des mœurs, notamment le droit des femmes, etc. Oui, ben bien sûr, mais personne. Si par exemple on regarde après la Première Guerre mondiale, donc juste après la Révolution russe, les pays d'Europe qui donnent le droit de vote aux femmes, c'est symbolique, mais quand même, eh bien on voit que tous les pays qui sont à la frontière de la Russie soviétique et plus tard de l'URSS ont accordé le droit de vote aux femmes, ce qui n'était pas le cas dans les pays qui étaient plus éloignés, comme par exemple la France. Donc on voit bien qu'il y a un effet de contagion positive sur le droit des femmes. Et puis, oui, effectivement, il y a plein d'autres domaines où
la société s'est mise en mouvement. Et je pense d'ailleurs aussi que même si le capitalisme est devenu plus vivable après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu plus vivable parce qu'il avait la concurrence du socialisme. Sinon, on aurait eu le capitalisme qu'on a connu sauvage d'avant. Hein. Donc le keynésianisme sans, entre guillemets, le bolchevique avec son couteau entre les dents, il n'aurait jamais existé. Hein. Alors, malgré ce bilan, donc tous ces progrès qu'il y a pu avoir au niveau social, sociétal, etc., il y a quand même eu des répressions terribles dans ces pays, enfin en tout cas Oui. en URSS ou en Chine, par exemple. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons? Oui, alors justement, on parle de répression comme si, parce qu'on nous a inculqué une vision très binaire. Vous avez le régime d'un côté et la population de l'autre. Or, les choses sont beaucoup plus compliquées. Le régime n'est pas un régime monolithique. Il faut commencer par ça. D'ailleurs, toutes les purges, contre-purges, luttes de fractions montrent bien que dans ce régime, il y avait une vraie vie politique, alors qu'il pouvait être tranché de façon violente, mais il y avait une vraie vie politique. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut pas parler d'un côté des purges et de l'autre côté de la population. On doit comprendre que chaque fraction en conflit avec l'autre avait tendance à essayer d'éliminer, de purger l'autre pour des raisons qui ont une base sociale, une base économique qu'il faut essayer d'analyser scientifiquement et pas se limiter à avoir un espèce de jugement moral. Ah, les communistes, ils ont fait ça. Ah, les communistes, ils ont pas fait ça. Mais les communistes, ils étaient traversés de contradictions. Donc, de quels communistes parlez-vous? Parce que en 1900, dans les années 20, il y avait Trotsky, il y avait Staline, il y avait Boukharine, etc. Tous ces communistes-là, enfin tous ces gens qui se réclamaient du communisme, représentaient des intérêts divergents. Et à chaque étape du socialisme réel, on a des conflits qui sont pas que des conflits de personnes. Derrière les conflits de personnes, il y a des conflits d'orientation et d'intérêt de classe. Ça, t'insistes beaucoup, donc tu montres bien que même si voilà, on a réussi à renverser le capitalisme, on a commencé à instaurer une société socialiste en Russie, par exemple, la lutte des classes continue. Même Oui, au sein mais du bien sûr. socialisme. Mais de toute façon, le socialisme, par principe, enfin revenons à Marx, c'est un système transitoire entre le capitalisme et le communisme. Donc si c'est un système transitoire, il a forcément des traits qui viennent de l'ancien régime et des anticipations du régime d'après. Donc il est lui-même plein de contradictions. C'est pas un régime chimiquement pur, le socialisme. Donc, puisque ça n'est pas un régime chimiquement pur, chaque fois qu'il y a des tensions, il faut poser la question, est-ce que c'est des tensions provoquées par des gens qui veulent revenir en arrière, ou est-ce que c'est des tensions provoquées par ceux qui veulent aller de l'avant? Hein, et souvent, c'est complexe, hein, parce que c'est des choix individuels, collectifs, sociaux, régionaux, enfin, etc. Il y a beaucoup de complexité. Et donc, à chaque fois, on se retrouve dans une situation où il faut reposer la même question. Mais on peut pas avoir une vision en bloc de l'histoire du socialisme réel, parce que paradoxalement, les adversaires du communisme accusent le socialisme réel de totalitarisme. Mais en fait, c'est eux qui font du totalitarisme, parce que c'est eux qui jugent en bloc toute l'expérience socialiste comme si c'était un tout qui était monolithique du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est eux qui font du totalitarisme. Bon, malgré tout, il y a quand même eu pas mal de morts. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, nous expliquer Oui, alors comment évidemment, ça s'est passé oui, alors bon, ça dépend évidemment. Oui, alors de toute façon, les chiffres ont été très surestimés et c'est les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, qui sont pas forcément communistes, hein, ont révisé beaucoup de ces chiffres à la baisse. Ensuite, il faut évidemment avoir en tête que parmi tous ces morts, je dis pas que ça les légitime, mais parmi tous ces morts, il y avait quand même beaucoup de prisonniers de droit commun. Hein. C'est pas des prisonniers politiques, parce que parfois on a l'impression que les chiffres qu'on nous donne, c'est une répression politique. Non, il y avait aussi, comme dans tous les pays, des répressions visant les crimes de droit commun. Hein. Bon, donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Ensuite, si on compare ne serait-ce qu'une chose, le nombre de prisonniers en Union soviétique à l'apogée de ce qu'on appelait le goulag, il est inférieur au nombre de prisonniers aujourd'hui aux États-Unis. Bon, écoutez, ce qu'on fait des États-Unis, une dictature totalitaire, exterminationniste.
En général, pas. Bon, alors pourquoi le faire avec l'URSS? Et puis sans parler du fait que, bon, avant l'URSS, c'était le tsarisme et que voilà, les conditions culturelles de l'époque, voilà, expliquent aussi un peu cette situation. Oui, alors aussi, un processus politique se fait avec les êtres humains réellement existants. Et les êtres humains réellement existants qui sortent d'une société comme la société tsariste pouvaient pas devenir je sais pas, des saints tels que, je sais pas, l'aurait rêvé Jésus-Christ ou je sais pas qui. Non, l'histoire se fait avec les hommes réels, dans une société réelle, dans des processus réels. Bien sûr que la masse d'humiliation qui a entraîner la révolution, parce que une révolution, ça vient pas comme ça du ciel. Une révolution, c'est un processus de réaction contre une situation économique difficile, mais c'est aussi une réaction contre des humiliations accumulées, j'ai envie de dire, au cours des siècles. Bon, bien sûr que quand la cocotte minute explose, elle fait très mal. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Malheureusement, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas arrivés à l'étape où l'être humain a un comportement purement rationnel. On a encore des comportements issus des anciens régimes que nous avons subis. Donc sur les critiques qu'on peut faire aussi à l'URSS, il y a les pénuries. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y avait des pénuries? Oui, alors les pénuries, c'est toujours, ça me fait toujours un peu rire parce que pour éliminer les pénuries, c'est très simple. Si on veut que les boutiques soient pleines, il suffit d'augmenter les prix. Et à ce moment-là, les boutiques sont pleines. Et à ce moment-là, effectivement, les boutiques sont pleines, même si les gens ont des frigidaires vides. Donc ça s'appelle l'inflation. Et ça existe dans tous les pays. Et l'inflation, c'est une forme de rationnement. Dans les pays de l'Est, on avait décidé que les prix seraient fixés centralement, justement pour que tout le monde puisse avoir accès aux denrées, disons, difficiles d'accès. Alors peut-être que c'était une erreur, mais le résultat, c'est que au hasard des livraisons, tout le monde pouvait acheter une denrée rare, alors que dans un pays capitaliste, seul celui qui a l'argent peut se permettre de l'avoir, et l'autre ne l'aura jamais. Alors est-ce que c'est plus juste de se dire je veux acheter, je sais pas, un bon téléviseur, mais j'arrive pas à l'avoir parce que il y a des queues, et puis au hasard du moment j'en trouve un et je l'achète pour pas cher. Ou est-ce que c'est mieux de dire il va avoir un tel prix que de toute façon je l'aurai jamais? C'est ça en fait la question. Donc évidemment la politique des prix du monde socialiste peut être critiquée, mais la politique d'inflation galopante c'est mieux. Tu as une réflexion intéressante dans le livre sur les générations de révolutionnaires qui se sont succédées. Est-ce que tu peux nous expliquer les caractéristiques des 3 générations de révolutionnaires que tu évoques? Oui, alors c'est un grand problème de toute société révolutionnaire. Pas forcément d'ailleurs uniquement socialiste, communiste. Je veux dire, la Révolution française a eu le même dilemme. C'est que la première génération, celle qui fait la révolution, elle sait très bien pourquoi elle fait la révolution. Parce qu'elle a vécu une expérience qui a rendu la vie intenable, et parce qu'elle était intenable, on faisait la révolution. On faisait des erreurs dans la révolution, mais on faisait la révolution pour une raison qui touchait à une expérience vécue. Les enfants de révolutionnaires sont déjà dans une autre situation, parce que eux, ils ont hérité en général de leurs parents un discours, ils ont accédé à un certain nombre d'avantages que la nouvelle société leur a apportés, ils ont encore conscience que dans le reste du monde, ça fonctionne selon d'autres critères et que ils seraient pas dans les conditions dans lesquelles ils sont s'ils avaient vécu dans l'autre système. En revanche, pour la troisième génération, c'est le grand problème. C'est une génération qui a beaucoup de difficultés à imaginer le reste du monde. Parce que, en fait, elle prend tous les acquis de la période révolutionnaire pour définitivement acquis. Et donc, si en même temps on lui fait découvrir que dans le reste du monde il y a des choses qui sont brillantes,
en apparence, qui sont scintillantes, ça peut assez facilement les corrompre. En fait, la troisième génération n'a aucune expérience de ce qu'on appelle la lutte des classes. Elle ne sait pas ce que c'est que la lutte des classes, puisqu'elle est à l'abri de la lutte des classes. C'est grosso modo l'État qui la protège des conséquences d'une lutte de classe véritablement perçue comme telle. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans l'appareil révolutionnaire une partie de cette troisième génération qui, en fait, se positionne sur une position dirigeante et non pas sur une position de masse. Moi, je vais vous donner une anecdote qui m'a fortement marqué. Quand je suis arrivé en France en 79, donc j'étais étudiant, en 80 en fait, j'étais étudiant et donc je faisais des petits jobs. Et donc un jour, on m'a demandé d'être interprète d'une délégation polonaise qui arrivait, donc de cadre d'une entreprise qui négociait avec la France l'achat d'une machine pour une entreprise polonaise, donc pour une entreprise d'État. Bien sûr que ces cadres étaient membres du parti, théoriquement communistes, théoriquement. Bon, on était juste avant la naissance de Solidarność. Et ils étaient donc reçus par une entreprise française. Et je disais, je voyais bien qu'ils étaient un peu jaloux de voir la belle voiture du capitaliste français, la maison qu'il avait, le niveau de vie, et grosso modo, ils disaient, ah bah quand même, par rapport à ce qu'on a en Pologne, directeur d'usine en Pologne, et les capitalistes en France, ils vivent quand même nettement mieux que moi. Bon, et moi je leur dis, mais attendez, vos parents, ils étaient quoi? Alors ils ont rougi, mais ils ont bien été obligés de dire qu'ils étaient paysans. Le capitaliste qu'ils avaient en face d'eux, leurs parents, ils n'étaient pas paysans. Hein. Donc, tu ne serais pas directeur d'usine aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de changement de régime. Réfléchis à ça. Hein, sans parler du fait que la France est un pays colonial, oui, et que voilà. Voilà, et on peut rajouter, c'est ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Et donc cette troisième génération dont tu parles, en fait, elle a pas connu la Deuxième Guerre mondiale ou... Déjà, elle n'a pas connu, elle a pas connu le changement de régime, la Deuxième Guerre mondiale et le capitalisme. Donc c'est celle qui arrive dans les années 50-60. Oui, et surtout, dans le cas des pays d'Europe de l'Est, c'est surtout les années 70 qui voient le basculement. On voit la génération qui émerge, qui a 20-25 ans dans les années 70, c'est une génération qui se compare par rapport aux pays de l'Ouest. Et quand on leur dit, mais attendez, il n'y a pas que les pays de l'Ouest, vous avez aussi le Mali, vous avez aussi, je sais pas, l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez la Bolivie, ils disent, oui, mais enfin, c'est pas des pays européens. Non, mais d'accord, mais les pays d'Europe de l'Est, ils étaient où avant la Révolution? Ils n'étaient pas à la position de la France ou de la position de l'Angleterre ou des États-Unis. Ils étaient plus proches de la position du Pakistan ou de la Bolivie. Bon, donc comparé avec ces pays-là. Mais c'était un discours théorique. C'était pas convaincant pour eux parce qu'ils s'identifiaient au clinquant occidental. Et je sentais bien que... Oui, en plus, ils partaient du principe que tous les acquis du socialisme, ils les garderaient toujours. Mais qu'ils allaient pouvoir importer le bling-bling occidental en plus. Et évidemment, ils ont perdu tous les deux. Et du coup, donc un peu en parallèle de ces trois générations, et notamment de la dernière, est-ce que tu peux nous détailler un peu quelles sont les bases sociales du révisionnisme qui va progressivement arriver dans le pays de l'Est ? Je pense qu'il se trouve là, c'est-à-dire que le gros du révisionnisme, alors c'est vrai que alors ça varie selon les pays, mais dans chaque pays de l'Est, il y a des survivances des classes dirigeantes d'avant. Mais en fait, c'est pas ça qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est l'émergence de personnes qui ont des positions de pouvoir et qui progressivement ne se sentent plus sur la brèche, donc ne se sentent plus militants, mais se sentent gestionnaires et profitent des fonctions qu'ils ont. Alors, comme c'est des fonctions qui ne sont pas garanties, puisqu'ils ne sont pas propriétaires des moyens de production, mais seulement gestionnaires des moyens de production, arrive un moment où ils se posent des questions qui sont du genre, mais si j'étais propriétaire, ce serait ma position sociale ou celle de mes enfants serait mieux garantie. Hein. Et on sent à ce moment-là que
Oui, finalement, ce sont des apprentis capitalistes. Donc il y a un phénomène d'embourgeoisement et de naissance d'une nouvelle bourgeoisie à l'intérieur du parti et des élites dirigeantes, et au fur et à mesure que l'idéologie perd aussi sa rationalité pour des gens qui n'ont pas besoin de mener une lutte idéologique, en fait. Et du coup, à un moment, tu parles du fait que c'est la rupture soviéto-yougoslave, donc Oui, c'est le fin début. des années 40, où ça commence à émerger un petit peu le révisionnisme idéologique. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette Oui, période alors la Yougoslavie est un exemple intéressant parce que, ayant rompu avec l'Union soviétique, il a fallu qu'elle trouve une légitimité, j'ai envie de dire néo-socialiste. Alors, dans un premier temps, parler d'autogestion, et ils ont d'ailleurs toujours parlé d'autogestion, mais on se rend très bien compte que l'autogestion, c'est déjà problématique. Parce que l'autogestion, c'est, admettons, la démocratie à l'intérieur d'une entreprise, mais la démocratie à l'intérieur d'une entreprise dans un pays où il y a des différences régionales, donc des inégalités, et dans un pays où il y a aussi des différences entre des secteurs économiques plus puissants et moins puissants. Donc il y a déjà des inégalités qui émergent. Et dans les années 70, dans la foulée de cette autogestion, on va, disons, renforcer la position du marché aux dépens du plan. Donc on est dans une société qui marche vers le capitalisme. Alors ensuite, il y aura quelques retours en arrière, mais enfin, globalement, je dirais que l'exemple ou le contre-exemple yougoslave a ouvert la voie à des questionnements qui, à terme, vont créer une classe technocratique qui va se sentir plus à l'aise dans le marché que dans le plan. Et donc, bien sûr, qui dit marché dit automatiquement capitalisme, concurrence, etc. Et donc, sur cette base, on va dire, économique, d'embourgeoisement d'une certaine élite, d'une bureaucratisation voilà, des cadres politiques du parti, sur cette base du coup économique, va petit à petit émerger ce qu'on appelle le socialisme à visage humain, en tout cas une idéologie, une théorie de la convergence entre l'Est et l'Ouest, entre le capitalisme et le communisme. Donc est-ce que tu peux un peu nous Oui, alors ça c'est intéressant parce que les années 70 dont je parlais, c'est les années aussi où cette théorie de la convergence se répand, qui a priori non seulement est attrayante, mais elle est crédible. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans les années 70, les régimes socialistes deviennent de plus en plus, disons, agréables à vivre, parce que le pays a atteint un certain niveau de vie qu'il n'avait évidemment pas au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'un côté, et que d'un autre côté, le capitalisme devient de plus en plus attrayant, puisqu'il est keynésien, et donc d'une certaine façon, j'ai envie de dire un peu social ou socialisant. Bon. Et donc, automatiquement, naît l'idée, mais on va pouvoir, les deux systèmes vont naturellement converger. C'est-à-dire, grosso modo, on aura de plus en plus de justice sociale à l'ouest et de plus en plus de liberté individuelle à l'est. Alors, tout ça, c'est très tentant. Et si on est dans cette mouvance-là, on dit, on peut commencer à démanteler toutes les structures contraignantes issues quand même de la dictature du prolétariat, commencer à avoir quelque chose de plus doux. Sauf que on néglige une chose qui n'a pas disparu et que les pays du tiers-monde de l'époque connaissaient très bien, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire que oui, il y a une convergence en ce sens où les ouvriers des pays occidentaux vivent très certainement beaucoup mieux dans les années 70 qu'ils vivaient dans les années 30 ou même 50, mais à quel prix ? Et c'est aussi au prix du pillage des pays du tiers-monde. Et donc, si les pays de l'Est basculent dans le capitalisme, ce qui s'est vérifié après 89, c'est pas pour tomber dans le niveau de vie keynésien, c'est pour, au contraire, occuper la place de sous-traitants des économies impérialistes. Et puis, pire, à partir du moment où l'impérialisme devient unique au monde, pourquoi continuer à mener des politiques keynésiennes vis-à-vis de nos propres classes ouvrières ? On peut très bien revenir au libéralisme sauvage, et donc aussi à l'Ouest baisser, c'est ce que nous vivons en ce moment, enfin tous les acquis sociaux qui avaient été obtenus de lutte, mais aussi par peur du bloc de l'Est. Donc en fait tout le monde a perdu à la fin de la soi-disant guerre froide, qui parfois était chaude. On reviendra dessus tout à l'heure, mais
du coup, par rapport à donc, cette théorie de la convergence qu'on a évoquée, donc qui après vont se développer jusqu'à Gorbatchev et Oui, bien sûr. Oui. la chute de l'URSS. l'URSS. Il y a quand même des dirigeants ou ouais, on va dire des dirigeants des pays de l'Est. Tu évoques notamment un dirigeant polonais ou de la RDA, j'ai plus les noms en tête. Les deux, il y a Ulbricht et Gomulka. Voilà. En fait, les deux sont intervenus auprès de l'Union soviétique pour qu'on intervienne en Tchécoslovaquie. C'est ça. Donc eux, ils avaient voilà. compris en gros et en ce qui fait, était en train de se passer. C'est ça. C'est-à-dire quand on les lit à l'époque, ça peut choquer. Enfin, à l'époque, c'était un rapport secret, une réunion secrète, donc on ne pouvait pas les lire. Mais disons, si on les aurait lus à l'époque, ça pouvait choquer. Mais quand on les lit aujourd'hui, on se dit, mais finalement, ce qu'ils ont décrit comme danger, c'est ce qui s'est réalisé. Et donc, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Ils avaient compris qu'un certain nombre de choses. Alors, peut-être que la réponse intervention militaire en Tchécoslovaquie n'était pas la meilleure. Ça, évidemment, on pourra en discuter éternellement parce qu'on ne pourra jamais trancher. Mais très certainement, il y avait en Tchécoslovaquie un processus qui menaçait le camp socialiste dans sa totalité et qui n'était pas uniquement dû à la naïveté des dirigeants tchécoslovaques, mais aussi leur incapacité à comprendre que si la Tchécoslovaquie se retrouvait dans le bloc occidental, elle n'allait pas du tout basculer dans le niveau de vie à l'allemande ou à la française, mais rester un pays de sous-traitants, ou redevenir plutôt un pays de sous-traitants, comme elle l'est devenue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux revenir aussi sur un peu l'histoire de Solidarnosc et comment ça s'inscrit en fait dans cette régression idéologique dans les pays de l'Est et aussi dans la stratégie impérialiste pour justement déstabiliser le bloc de l'Est. Solidarnosc naît d'un mécontentement ouvrier réel, parce qu'il y avait des vrais problèmes économiques, c'est incontestable. Il y avait une vraie bureaucratie assez arrogante à l'égard des ouvriers, à l'égard de la masse, donc c'est très vrai. Il y avait un phénomène de crise, en partie d'ailleurs dû à l'endettement, parce que dans les années 70, la Pologne avait commencé à s'endetter auprès des pays occidentaux et des banques occidentales, et que là, il y avait le retour du balancier, il fallait commencer à payer les intérêts de la dette, et ça devenait le fameux piège de l'endettement. Donc pour toutes ces raisons, la Pologne se retrouvait en crise, et donc une grève était logique. La question, c'est pas que le mécontentement n'était pas justifié, il était justifié. C'est comment il a été organisé et manipulé. C'est-à-dire que la grève a eu lieu dans tout le pays, à l'échelle nationale, et puis on voit très bien que des dirigeants grévistes ont été cooptés par un groupe d'intellectuels qui avaient depuis longtemps des rapports étroits avec les pays occidentaux. Alors je veux pas dire par là que c'est forcément les services secrets occidentaux qui de A à Z ont tout manipulé, ne tombons pas forcément dans cette caricature, mais vous avez quand même tout un groupe d'influence qui étaient des intellectuels qui avaient fréquenté les élites occidentales et qui avaient déjà en tête l'idée de faire basculer le pays à l'ouest. Et donc ils ont pris les mesures nécessaires, coopté à la direction du syndicat Solidarnosc les ouvriers qui étaient pas forcément les plus intelligents et pas forcément les plus conscients politiquement, et ils ont organisé ce syndicat qui a assez vite perdu son aura. Il avait 10 millions de membres au début de l'année 81. À la fin de l'année 81, si la loi martiale a réussi, c'est aussi parce qu'il avait perdu beaucoup de ses sympathisants, et on le voit d'ailleurs très bien quand en 89, Solidarnosc s'est relégalisée, elle n'arrive pas à récupérer les 10 millions de membres qu'elle avait, elle n'a à peine récupéré à l'époque 2 millions, et le syndicat qualifié de pro-communiste, alors on peut évidemment discuter sur ce vocable, enfin ce syndicat-là, à l'époque où Solidarnosc retrouve 2 millions, lui il en a 5 millions. Donc quand on dit que la population polonaise a basculé dans le capitalisme, c'est pas aussi évident que ça. Mais Solidarnosc a réussi à vendre l'image d'un socialisme rénové.
Et c'est au nom de ça qu'on a changé le régime. D'ailleurs, c'est pas uniquement en Pologne. En RDA aussi, on a dit nous sommes le peuple. Ils n'ont pas dit nous voulons être le peuple allemand. Hein. Ils ne parlaient pas de réunification, les manifestants en RDA. Nulle part on a voulu vraiment le capitalisme. On a voulu prendre des aspects du capitalisme. Et le capitalisme en soi, malgré la troisième génération dont je parlais, il faisait quand même pas rêver sans hésitation. Hein. Et en URSS, c'est un peu la même chose. C'est la même parlait chose, de changer le socialisme, de oui, bien l'améliorer. sûr. Oui, si Gorbatchev était arrivé au congrès du parti en disant je vous promets le capitalisme pour demain, il n'aurait jamais été élu secrétaire général. Hein. Mais du coup, et d'ailleurs, on voit que bon, au moment juste avant la chute de l'URSS, il y a eu des référendums et que la majorité, à peu près 70% en moyenne de la population de l'URSS ne voulait pas la fin du socialisme. Mais 76% des soviétiques votent pour le maintien de l'URSS. Donc c'est marrant de nous parler de démocratie quand on s'assoit sur le vote de 76% de la population quand même. Mais du coup, au moment de la fin de l'URSS, pourquoi le peuple n'a pas défendu ça, alors, il y a deux raisons. C'est que la thérapie de choc a été très rapide et donc c'était le sauve qui peut. Pour beaucoup de gens, il fallait survivre et on n'avait pas le temps de s'occuper de politique. Il fallait maintenir le niveau de vie de la famille, hein, de l'environnement immédiat. Donc ça c'est un point. Et puis effectivement, la bureaucratie du parti de l'époque était devenue assez impopulaire. C'est-à-dire, on faisait pas forcément confiance à ceux qui étaient soi-disant chargés de défendre le système et qui avaient déjà basculé dans le nouveau système. Donc, faire confiance à qui? Défendre le système, oui, mais contre qui et avec qui? La bourgeoisie soviétique, parce qu'il faut appeler un chat, si on a eu le capitalisme, c'est qu'il y avait une bourgeoisie, donc il y avait déjà une bourgeoisie soviétique. La bourgeoisie soviétique, elle avait une longueur d'avance sur les classes populaires. Matériellement, en réseau de connaissances, en connaissance de la société, en lien avec les pays occidentaux, etc., etc. Et ça s'est multiplié dans tous les pays de l'Est. Le contre-exemple par rapport à cela, c'est évidemment la Chine qui a pris une décision tout à fait inverse, qu'on a évidemment diabolisée dans les pays occidentaux, quoi, avec les fameuses répressions de Tiananmen, moyennant quoi, effectivement, ces répressions sont des répressions, mais moyennant quoi, aujourd'hui, la Chine se développe, la Chine a atteint un niveau de vie correct, alors que les pays de l'Est ont connu une dégradation de leurs conditions de vie. Je parle même pas de la Russie, ou de l'Ukraine, ou du Kazakhstan, hein. Je parle de tous. Et justement, donc par rapport à la Chine, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle a été la stratégie de la Chine ou d'autres pays comme le Vietnam, oui. Justement pour faire évoluer le socialisme, l'adapter aux nouvelles technologies? Alors voilà, oui, justement, la Chine appuyé aussi sur les erreurs de l'URSS. Oui, bien sûr. Alors les Chinois ont énormément étudié le contre-exemple soviétique. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est que les Chinois ont pris conscience du fait que d'abord, ils n'étaient pas dans une société communiste, mais une société socialiste, c'est-à-dire une société de transition, et que dans une société de transition, ça veut dire que le capitalisme n'a pas totalement perdu encore sa capacité d'être une économie dynamique. Donc toute la question était de donner une certaine liberté aux capitalistes tout en contrôlant l'économie de façon macroéconomique, avec un plan, avec une gestion, enfin une propriété publique dominante, et j'ai envie de dire tenant en laisse les capitalistes, mais utilisant encore la capacité des capitalistes à avoir une certaine dynamique. Parce que effectivement, le problème du socialisme, ça a toujours été d'avoir une économie relativement efficace. Tant qu'il s'agissait d'augmenter la production de façon quantitative, ce que j'appelle le socialisme 1.0 a très bien fonctionné. Mais quand on est arrivé à devoir passer du quantitatif au qualitatif, là, il y a un pas qui a été très difficile à sauter, que les Chinois ont sauté, mais que les Chinois ont sauté justement parce qu'ils ont
ouvert la porte aux capitalistes qui avaient encore cette capacité d'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, le capitalisme est arrivé en bout de course. Mais dans les années 70, 80, 90, le capitalisme avait encore une dynamique qui lui était propre et qu'il fallait en quelque sorte importer dans les pays socialistes, mais évidemment sous contrôle. Alors l'avenir dira si les Chinois, le pari des communistes chinois est réussi, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne perdront pas en route le pouvoir ? Parce que c'est évidemment une hypothèse. Tant qu'on est dans une société en transition, on peut revenir en arrière, il n'est pas dit qu'on va avancer. Hein. Mais la stratégie, c'est de garder le pouvoir et puis de passer progressivement vers un socialisme plus développé, et éventuellement dans une étape ultérieure de plus en plus développée jusqu'au communisme. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Pour oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais c'est leur objectif, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'ils forment idéologiquement la société. Bien sûr. Ce qui d'ailleurs se voit très bien en Chine, c'est que quand vous demandez à un jeune Chinois où il veut travailler, il va vous dire qu'il veut travailler dans une entreprise publique. Parce que les conditions y sont meilleures, et parce qu'il dit, mais c'est ces sociétés-là qui représentent l'avenir. Donc il y a un aspect moral, il y a un aspect personnel, disons, davantage personnel, puis il y a un aspect collectif. Pour le développement du pays. Voilà, on se sent mieux dans une entreprise publique, plus à sa place que dans une entreprise privée. Bon, mais quand il n'y a pas de boulot dans l'entreprise publique, on va chercher dans le privé. Mais spontanément, le Chinois préfère travailler dans une entreprise publique. Ce qui est d'ailleurs la même chose dans les pays de l'Est. Quand il y a le changement de régime en 89, j'ai vu des enquêtes d'opinion en Pologne, dans les autres pays, tous les travailleurs disent oui, on peut introduire du privé, mais moi je préfère continuer à travailler dans une entreprise d'État. Et du coup, en fait, donc tu parlais du fait qu'en URSS, on n'a pas réussi à faire cette transformation de l'économie entre la production quantitative de biens matériels de base, on va dire, etc., et d'une production plus qualitative, plus de biens un peu de consommation. Alors, à quoi c'est dû exactement au niveau économique? Est-ce que ça serait pas dû aussi à la course aux armements et à la pression de l'impérialisme? Alors, la course aux armements a joué. Je pense pas que c'est l'essentiel, mais ça a très certainement joué. Ce qui a aussi joué, c'est que quand on passe de la planification quantitative à la planification qualitative, ça nécessite une modification du système de planification. C'est là que la révolution informationnelle présente un atout que les soviétiques n'ont pas exploité. Mais s'ils ne l'ont pas exploité, c'est pas uniquement par erreur, c'est aussi parce que il y avait toute une bureaucratie qui s'était enquistée dans l'appareil du plan et qui savait très bien comment le gérer en gardant le système tel qu'il était, et elle savait très bien qu'en introduisant des nouvelles méthodes, et en particulier l'informatique, elle allait perdre une partie de son pouvoir. Et donc, il y a eu un conflit en URSS entre, disons, les partisans de la cybernétique et les partisans de la planification, si je peux dire, traditionnelle. C'est la planification traditionnelle qui a gagné. Et donc, évidemment, très vite, ce planificateur, une fois qu'il a gagné, ce bureaucrate planificateur, une fois qu'il a gagné, il s'est dit, j'ai gardé mon pouvoir. Mais très vite, l'idée vient, mais j'ai gardé mon pouvoir, mais peut-être qu'il serait encore mieux si j'avais la propriété de ce pouvoir. C'est-à-dire, au lieu de fixer des objectifs à l'entreprise, autant que l'entreprise m'appartienne. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et donc, on est passé des années 70 où les bureaucrates, disons, conservateurs du système de planification antérieur gagnent la bataille contre les scientifiques qui veulent aller beaucoup plus loin. Et une fois qu'ils ont passé la bataille, on sent qu'ils s'embourgeoisent de plus en plus. Depuis donc la fin de la défaite du bloc socialiste, quelle est ton analyse de la situation internationale, en gros ? Ah ben je pense que ça aussi c'est très clair. Il suffit de regarder le vocabulaire qu'on utilise. Dans les années 70, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, vous ouvriez un journal, vous entendiez certains mots comme désarmement, dénucléarisation, sécurité collective. Tous ces mots ont disparu du vocabulaire usuel aujourd'hui de la vie politique internationale. Comme par hasard, plus personne ne parle de désarmement, de dénucléarisation, de sécurité collective.
Donc c'est bien la fin du bloc soviétique, du bloc socialiste, qui a généré cette économie de guerre à tout prix dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Effectivement, à l'époque, on en rigolait beaucoup. Aujourd'hui, ça paraît moins rigolo. On rigolait beaucoup du fait qu'on disait « Ah, le bloc socialiste s'intitule le camp de la paix ». Mais si on regarde le nombre de guerres qu'on a depuis 1989-91, le développement de l'industrie de l'armement, alors que théoriquement, après 91, il n'y a plus d'ennemis, hein, le maintien de l'OTAN alors qu'il n'a plus d'ennemis, tout ça montre bien que, comme disait Jean Jaurès, n'est-ce pas, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, et que le bloc de l'Est a freiné cette course à la guerre tant qu'il a existé, et puis évidemment, quand il disparaît, la course à la guerre reprend de plus belle. Donc je veux dire, le capitalisme est revenu à sa nature profonde. Et on voit la continuité de la politique occidentale face à la Russie. Oui, mais alors ça c'est aussi intéressant. C'est là où les dirigeants russes se sont fait avoir en quelque sorte, parce qu'en 90-91, ils sont fermement convaincus qu'ils vont apporter au mariage, si je peux dire, avec l'Occident, le bloc de l'Est, en échange de quoi ils vont entrer dans les salons de la grande puissance occidentale et du bloc occidental. Et ils découvrent assez vite que, certes, on les a félicités pour avoir bazardé le socialisme, cassé l'industrie publique, privatisé à tout va, pillé à tout va, etc., laissé les oligarques devenir une classe parasitaire globale, etc., etc. Bon, pour tout ça, ils ont été félicités. Yeltsin a reçu tous les prix qu'il pouvait recevoir, mais il n'était absolument pas question que la Russie entre dans le salon du bloc occidental. Dans l'entrechambre, tout au plus, on l'a vu pendant la guerre de Yougoslavie, quand la Russie a essayé d'être le médiateur, d'être prise au sérieux pour que l'OTAN soit pas aussi unilatéralement dominateur. On l'a envoyé dans les roses, la Russie. Hein. Et donc, les Russes ont progressivement, la bourgeoisie russe a progressivement compris qu'elle n'avait que deux choix, soit être la bourgeoisie comprador de l'Occident, c'est-à-dire récolter les miettes, en quelque sorte, de l'exploitation mondiale, soit se barricader et et se développer en tant que bourgeoisie nationale, patriotique, nationaliste, conservatrice, mais néanmoins privilégiant quand même le maintien d'un minimum d'économie nationale face au rouleau compresseur impérialiste. Et c'est pour ça que la Russie d'aujourd'hui, elle est à la fois réactionnaire sur le plan idéologique, je pense que c'est incontestable, mais en même temps, elle défend l'intérêt national, l'intérêt de l'économie nationale russe, ce qui fait que la Russie n'est pas un pays impérialiste. C'est un pays de bourgeoisie nationale, c'est un pays contre-hégémonique, c'est un pays capitaliste, c'est même peut-être un pays de capitalisme sauvage, mais d'un capitalisme sauvage national, c'est-à-dire protégeant son marché. C'est ça que les pays occidentaux ne pardonnent pas. C'est que la Russie n'a pas accepté de se désintégrer comme l'ont fait d'autres pays de l'Est, plus petits, moins puissants bien sûr. La Russie, on l'a même vu dans les articles de Brzezinski, de beaucoup d'autres, la Russie devait se scinder en plusieurs États. Hein. Il était question que la Russie était beaucoup trop grande, elle devait se casser en plusieurs États. Sauf que personne pose la question, mais si la Russie est trop grande et doit se casser en plusieurs États, pourquoi est-ce que les États-Unis, qui sont aussi trop grandes, ne doivent pas se casser en plusieurs États? Là, pour le coup, bon, ça marche pas. Voilà, on pose pas la question. Du coup, dans le contexte actuel, dans le contexte international, donc oui. Vraiment de pousser à la guerre, on le voit de plus en plus, donc cette potentielle nouvelle guerre mondiale, quelle doit être selon toi la stratégie des militants progressistes et communistes et quelles sont selon toi les potentialités révolutionnaires dans cette situation? Alors moi je pense d'abord que évidemment ce qu'il faut surtout axer, c'est la lutte pour la paix.
La paix, ça veut dire c'est la lutte pour la paix. C'est pas du pacifisme romantique. Hein. C'est la lutte pour la paix. C'est un combat. C'est un combat contre le militarisme, contre la militarisation, contre la fascisation éventuellement, contre l'impérialisme. C'est donc un combat qui peut être très dur. C'est un combat qui, dans la période actuelle, peut mener à des sacrifices nécessaires, parce que je pense qu'on va vers un régime de plus en plus dictatorial. Et dans un régime dictatorial, il faut évidemment être prêt à prendre des coups. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. Un autre point qui me semble essentiel, c'est aussi d'élargir au maximum notre front de lutte, c'est-à-dire ne pas se replier sur une seule classe sociale, mais essayer de retrouver dans un front uni toutes les couches sociales, y compris certaines couches de la bourgeoisie, qui peuvent défendre l'outil de travail, l'outil de production, donc qu'ils ont intérêt à défendre. Donc il faut être assez souple sur ce qu'on pourrait appeler les alliances de classe, tout en étant aussi très ferme dans le fait que très certainement le noyau des travailleurs est sans doute le noyau le plus solide, le plus consistant, et que c'est autour du monde du travail qu'on va pouvoir bâtir ce front uni ou cette alliance de classe, qui doit être une alliance internationale, et je dis bien internationale. Ce n'est pas une alliance mondialiste ou altermondialiste, c'est une alliance internationale, c'est-à-dire que chaque nation, chaque territoire national doit entrer en solidarité avec d'autres nations et d'autres territoires nationaux qui ont chacun intérêt à ce que se développe une production, j'ai envie de dire, ici et maintenant. C'est-à-dire un programme d'industrialisation ou de réindustrialisation qui doit toucher tous les pays. Et donc c'est une vaste alliance internationale pour une libération nationale, pour un véritable internationalisme, pour une alliance de classes progressistes, c'est-à-dire l'alliance de toutes les classes qui ont intérêt au redémarrage d'une économie productive, d'une économie industrielle, d'une économie évidemment ouverte sur la modernité, au sens où bien sûr il faut prendre en compte les questions environnementales et beaucoup de questions qu'on n'avait pas vraiment en tête au début du XXe siècle. Mais tout cela nécessite évidemment un effort intellectuel, politique, et surtout un courage à la fois intellectuel et j'ai envie de dire physique, parce que nous allons vers des régimes qui seront de plus en plus durs et de plus en plus dictatoriaux. Il faut s'y préparer. Donc, tu parles de cette logique de front commun pour la paix. Donc là, on est un peu dans la logique léniniste, où voilà, on a une organisation communiste centrée sur le monde du travail qui, après, fait des alliances avec d'autres parties de la société, dans un objectif commun. C'est vrai. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'à l'échelle internationale, ça veut dire aussi qu'on peut faire des alliances avec des États qui sont pas forcément tout à fait sympathiques et progressistes à nos yeux. Hein. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Parce qu'il y a beaucoup de militants progressistes ou même de camarades qui ne comprennent pas pourquoi on voudrait faire des alliances avec des pays réactionnaires. Oui, alors parce que c'est vrai que le régime russe ne nous plaît pas. Je veux dire, Poutine est pas un progressiste, Poutine ne le prétend pas l'être d'ailleurs, donc c'est pas la peine d'essayer d'en faire un progressiste. Il ne l'est pas, il le revendique, donc pourquoi faire autrement? Il y a beaucoup d'aspects du capitalisme russe qui sont sordides, comme dans tout capitalisme. Pourquoi? Le capitalisme russe est peut-être pas pire que les autres, mais il est certainement pas meilleur par la force des choses. Mais il y a quand même quelque chose en Russie qu'il faut, par exemple, prendre en compte, c'est qu'avec tous les défauts du régime russe, le régime russe n'a pas privatisé son industrie militaire. Et du coup, il a beaucoup moins intérêt à la guerre que des pays qui ont privatisé l'industrie militaire et où, évidemment, l'industrie militaire a intérêt à multiplier les bénéfices en se lançant dans des politiques de guerre. Bon, alors, c'est important, parce que ça montre que le régime poutinien, aussi critiquable soit-il, ne peut pas être assimilé au régime américain ou au régime français. Tu expliques bien que de toute façon, l'ennemi principal de la paix aujourd'hui, c'est vraiment cet axe États-Unis. Il n'y a qu'à regarder toutes les guerres qu'on a depuis 1990
et poser la question qui les a fait ou qui est derrière ces guerres. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, quand même, qui a armé, qui a poussé à la guerre, c'est pratiquement toujours le même camp. Le camp dynamiquement guerrier, c'est le camp occidental. Et d'ailleurs, je pense que ça commence dès le début. Si le camp occidental était vraiment le camp de la paix, au moment de la dissolution du pacte de Varsovie, on négocie avec le pacte de Varsovie, vous vous dissolvez, et nous, on dissout l'OTAN, et on laisse le contrôle de la paix mondiale à l'ONU. Bon, éventuellement rénové, mais à l'ONU. Et pourquoi ça s'est pas fait ? Pourquoi est-ce que le pacte de Varsovie s'est dissous et pourquoi l'OTAN a continué à exister? À l'époque, on disait que l'OTAN n'avait pas d'ennemis. Alors s'il n'avait pas d'ennemis, pourquoi est-ce qu'il a continué à exister? Alors il s'en est inventé depuis. Comme le terrorisme. Oui, voilà. Bon, ça a commencé comme ça, mais comme c'était pas trop crédible, parce qu'évidemment, même si les tours jumelles sont tombées à New York, les États-Unis risquaient pas de s'écrouler sous l'assaut des terroristes. Alors on a inventé la Russie, la Chine, l'Iran. Enfin bon, on a multiplié les dangers potentiels. Mais enfin, c'est quand même grotesque quand on regarde le nombre d'armes, le budget militaire des États-Unis et des autres pays de l'OTAN comparé à tous les autres budgets militaires. La différence apparaît tout de suite. Qui est le camp de la guerre et qui est le camp de la paix. Et donc, si je comprends bien, donc sur le plan intérieur, tu préconises de lutter contre l'ennemi principal qui est notre propre impérialisme. Oui, bien sûr. Qui est l'OTAN, l'Union européenne, etc. Oui. Sur le plan international, on voit qu'il y a des pays qui s'allient, donc par exemple dans le cadre des BRICS, oui. Qui sont des pays qui ne sont pas forcément progressistes, non, pas du tout, voilà, qui s'allient en résistance justement à cet hégémonisme occidental. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, pour expliquer à certains camarades qui ne veulent pas forcément l'entendre, pourquoi la multipolarité serait plus progressiste que l'unipolarité? Parce qu'il y a déjà un jeu. Et quand il y a un jeu, les pays les plus progressistes, je pense par exemple à Cuba, dans un monde multipolaire, Cuba, la pression sur Cuba diminuerait nettement parce qu'il trouverait des partenaires. Alors il en a déjà quelques-uns, mais plus le monde est multipolaire, plus les pays réellement libres et progressistes ont des possibilités de jouer les alliances, des partenariats commerciaux, etc., etc. Donc ça, ne serait-ce qu'à cause de ça, la multipolarité est meilleure. Alors c'est pas en soi un objectif, mais c'est toujours mieux que d'avoir un seul maître. Quand on peut jouer la concurrence entre les maîtres, c'est déjà mieux. Et dans cette concurrence entre les maîtres, on pourra aussi trouver quand même des pays qui ne sont pas des pays avec tendance au capitalisme, etc. Et puis, je pense aussi que je vois pas... je vois difficilement, admettons que demain les États-Unis s'écroulent, je vois difficilement un pays comme la Russie être capable de s'imposer ou de vouloir même s'imposer, mais admettons qu'ils veulent s'imposer, je les vois difficilement commencer à s'imposer au Brésil ou en Afrique ou ailleurs, comme le font les États-Unis. Tout simplement, ils n'en ont pas les moyens. Il y a aussi ça qui compte, c'est que pour être un impérialisme à succès, il faut avoir les moyens militaires, technologiques et autres que n'ont pas les pays, ce qu'on appelle les puissances contre-hégémoniques. Et du coup, à la fin de ton livre, donc tu as une réflexion sur ce que pourrait être un socialisme 2.0, ou en tout cas comment y arriver. Et tu développes notamment une réflexion sur le rôle de la spiritualité, qui est souvent négligée chez les marxistes. Et tu fais un peu le lien avec une forme de messianisme qu'incarne selon toi le marxisme et le communisme. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment cette spiritualité pourrait s'inscrire dans le processus alors justement, révolutionnaire? c'est-à-dire c'est toujours le problème de la troisième génération. C'est que si on se base uniquement sur des questions matérielles, la troisième génération dans les pays de l'Est, elle vivait correctement. Et elle comparait son niveau de vie au niveau de vie des pays occidentaux, sans trop rentrer dans le détail, ce qui lui laissait le sentiment qu'elle vivait plus mal. Bon, c'était pas tout à fait vrai, mais elle se basait uniquement sur des questions matérielles. Si les questions
que j'appelle spirituel, c'est-à-dire ce qui fait que l'être humain n'est pas un animal, en quelque sorte. Que l'être humain a des aspirations supérieures, qui peuvent être l'artistique, qui peuvent être culturelles, enfin, il y a toutes sortes de choses qui rendent l'être humain plus créatif et aussi, fondamentalement, je pense, plus heureux, plus comblé. Et que dans ce domaine-là, je pense que on a été un peu faible. Même si je ne nie pas que le cinéma soviétique présentait un homme nouveau, qui pouvait être attrayant, etc., qui a des réalisations assez grandioses qui ont été faites, malgré tout, je pense que cette question d'un esprit dépassant la matière, mais bien sûr s'appuyant sur la matière, mais dépassant la matière au sens le plus trivial du terme, est un chantier qu'on a mal exploré. On a souvent en fait, je dirais, du matérialisme très primaire, à la place de se servir du matérialisme comme quelque chose de plus dynamique. Ce qui d'ailleurs va expliquer pourquoi les religions n'ont pas disparu dans les pays de l'Est. Parce que sur ce plan-là, elles ont évidemment une expérience, un savoir-faire qui a répondu à des besoins que les partis communistes n'ont pas vraiment cherché à répondre, à combler, quoi. Et on connaît le rôle de Jean-Paul II. Oui, alors là, en particulier, oui, bien sûr. Là, c'est l'exemple, oui, mais bon. Alors, il a joué pas seulement sur la religion, il a aussi joué sur le sentiment national. Enfin, il a joué sur plusieurs tableaux. Mais ceci dit, il faut reconnaître qu'il a quand même marqué des points. Donc, il faut quand même se poser des questions. Mais je sais que à Cuba aussi, on commence à se poser des questions sur ça, qui ne se posaient pas dans les années 60-70. Donc, on doit se poser la question. Comme on doit aussi se poser une question qui me semble nécessaire. Elle peut choquer des marxistes, mais les révolutions au XXe siècle sont toutes des révolutions socialistes, sauf une, la révolution iranienne. Mais pourquoi est-ce que les Iraniens ont choisi une révolution religieuse, alors qu'au départ, dans le début de la révolution iranienne, vous avez en concurrence la mouvance musulmane et vous avez la mouvance marxiste. Finalement, je dirais, la mouvance musulmane prend le dessus très nettement, évidemment, puisqu'on a la République islamique. Bon, il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que les masses iraniennes faisant une révolution, parce que c'est quand même une révolution populaire au départ, comment se fait-il et pourquoi ont-elles choisi l'islam plutôt que le marxisme? On doit se poser la question. Alors moi, j'ai pas de réponse absolue, je suis pas un spécialiste de l'Iran, mais je pense quand même que la révolution iranienne, au moins pour le monde musulman, a eu un écho très vaste. Si elle a eu un écho, on doit se poser la question pourquoi. Quelle erreur on fait? C'est pas faire injure aux marxistes iraniens de dire quelles erreurs ont-ils fait pour que leurs concurrents prennent le dessus sur eux. Il y a bien eu des erreurs. Et sans doute pas uniquement des erreurs de tactique. Il y a sans doute eu des erreurs idéologiques. On doit se poser cette question. Je pense qu'un bon marxiste doit étudier la révolution iranienne de fond en comble. De la même façon que les camarades chinois ont étudié les causes de la chute de l'URSS, ça fait pas plaisir, mais il fallait le faire, et ben il faut étudier les causes de la révolution iranienne. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi avec des slogans religieux? On doit se poser cette question. Très bien, mais en tout cas c'est un chantier à travailler. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est un vrai chantier. Voilà, oui. Merci pour ces explications. On conseille à tout le monde donc de lire ton livre, oui, donc merci, Socialisme réel 1.0. Donc comme on l'a vu, beaucoup d'explications sur tout ce qui a été positif dans les expériences socialistes. Une analyse aussi des problèmes qui ont pu se poser, de ce qui n'a pas marché, oui, et de ce qu'il faudra améliorer pour la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, on arrive au socialisme 2.0 de toute façon. Voilà. On est toujours devant le grand dilemme que Rosa Luxembourg avait magnifiquement résumé, socialisme ou barbarie. Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno, à bientôt.